Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission ensemble sur votre canapé préféré. Bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8 et ce soir, nous passons la soirée avec un auteur très classique, très apprécié, je l'espère aussi par vous. Il s'agit de Stendhal. Est-ce qu'on a besoin de parler de son roman Le Rouge et le Noir qui connut un immense succès au 19e siècle? Eh bien non, ce soir ce n'est pas ce classique que je vous lis, mais un autre essai, un autre ouvrage qui est un essai intitulé De l'amour. Nous avons entamé les premiers chapitres ensemble et pour vous faire un petit résumé, il décrit dans cet essai son sentiment qui est un sentiment malheureux face à sa relation avec Mathilde Dubowski. Il décrit également le célèbre phénomène de la cristallisation. Vous allez très vite rentrer dans l'intrigue puisque les chapitres sont assez courts et vous permettent de mieux vous situer. Nous sommes au chapitre 7 de l'amour de Stendhal. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN. Vous pouvez me poser tout simplement toutes vos questions sur l'auteur. Je suis sûre de pouvoir y répondre, j'espère. Et je vous propose que l'on redémarre tout de suite au chapitre 7 des différences entre la naissance de l'amour dans les deux sexes. Les femmes s'attachent par les faveurs. Comme les 19e de leurs rêveries habituelles sont relatives à l'amour, après l'intimité, ces rêveries se groupent autour d'un seul objet. Elles se mettent à justifier une démarche aussi extraordinaire, aussi décisive, aussi contraire à toutes les habitudes de pudeur. Ce travail n'existe pas chez les hommes. Ensuite, l'imagination des femmes détaille à loisir des instants si délicieux. Comme l'amour fait douter des choses les plus démontrées, cette femme qui, avant l'intimité, était si sûre que son amant est un homme au-dessus du vulgaire, aussitôt qu'elle croit n'avoir plus rien à lui refuser, tremble qu'il n'ait cherché qu'à mettre une femme de plus sur sa liste. Alors seulement paraît la seconde cristallisation qui, parce que la crainte l'accompagne, est de beaucoup la plus forte. Une femme croit de reine s'être faite esclave. Cet état de l'âme et de l'esprit est aidé par l'ivresse nerveuse que font naître des plaisirs d'autant plus sensibles qu'ils sont plus rares. Enfin, une femme a son métier à broder, ouvrage insipide et qui n'occupe que les mains, songe à son amant, tandis que celui-ci, galopant dans la plaine avec son escadron, est mis aux arrêts s'il fait faire un faux mouvement. Je croirais donc que la seconde cristallisation est beaucoup plus forte chez les femmes, parce que la crainte est plus vive, la vanité, l'honneur sont compromis. Du moins, les distractions sont-elles plus difficiles. Une femme ne peut être guidée par l'habitude d'être raisonnable, que moi, homme, je contracte forcément à mon bureau en travaillant 6 heures tous les jours, à des choses froides et raisonnables. Même hors de l'amour, elles ont du penchant à se livrer à leur imagination et de l'exaltation habituelle. La disparition des défauts de l'objet aimé doit donc être plus rapide. Les femmes préfèrent les émotions à la raison. C'est tout simple. Comme en vertu de nos plats usages, elles ne sont chargées d'aucune affaire dans la famille. La raison ne leur est jamais utile. Elle ne les prouve jamais bonnes à quelque chose. Elle leur est au contraire toujours nuisible, car elle ne leur apparaît que pour les gronder, d'avoir eu du plaisir hier ou pour leur commander de n'en plus avoir demain. Donnez à régler à votre femme vos affaires avec les fermiers de 2 de vos terres. Je parie que les registres seront mieux tenus que par vous. Et alors, triste despote, vous aurez au moins le droit de vous plaindre, puisque vous n'avez pas le talent de vous faire aimer. Dès que les femmes entreprennent des raisonnements généraux, elles font de l'amour sans s'en apercevoir. Dans les choses de détail, elles se piquent d'être plus sévères et plus exactes que les hommes. La moitié du petit commerce est confiée aux femmes, qui s'en acquittent mieux que leurs maris. C'est une maxime connue que si l'on parle d'affaires avec elles, on ne saurait avoir trop de gravité. C'est qu'elles sont toujours et partout avides d'émotions,
Voyez les plaisirs de l'enterrement en Écosse. Chapitre 8. Une jeune fille de 18 ans n'a pas assez de cristallisation en son pouvoir. Forme de désir trop borné par le peu d'expérience qu'elle a des choses de la vie, pour être en état d'aimer avec autant de passion qu'une femme de 28. Ce soir, j'exposais cette doctrine à une femme d'esprit qui prétend le contraire. L'imagination d'une jeune femme n'étant glacée par aucune expérience désagréable, et le feu de la première jeunesse se trouvant dans toute sa force, il est possible qu'à propos d'un homme quelconque, elle se crée une image ravissante. Toutes les fois qu'elle rencontrera son amant, elle jouira non de ce qu'il est en effet, mais de cette image délicieuse qu'elle se sera créée. Plus tard, détrompée de cet amant et de tous les hommes, l'expérience de la triste réalité a diminué chez elle. Le pouvoir de la cristallisation, la méfiance, a coupé les ailes à l'imagination. À propos de quelque homme que ce soit, fût-il un prodige, elle ne pourra plus se former une image aussi entraînante. Elle ne pourra donc plus aimer avec le même feu que dans la première jeunesse. Et comme en amour, on ne jouit que de l'illusion qu'on se fait, jamais l'image qu'elle pourra se créer à 28 ans n'aura le brillant et le sublime de celle sur laquelle était fondé le premier amour à 16, et le second amour semblera toujours d'une espèce dégénérée. Non, madame, la présence de la méfiance, qui n'existait pas à 16 ans, est évidemment ce qui doit donner une couleur différente à ce second amour. Dans la première jeunesse, l'amour est comme un fleuve immense qui entraîne tout dans son cours et auquel on sent qu'on ne saurait résister. Or, une âme tendre se connaît à 28 ans. Elle sait que si pour elle il est encore du bonheur dans la vie, c'est à l'amour qu'il faut le demander. Il s'établit dans ce pauvre cœur agité une lutte terrible entre l'amour et la méfiance. La cristallisation avance lentement, mais celle qui sort victorieuse de cette épreuve terrible, où l'âme exécute tous ses mouvements à la vue, continue du plus affreux danger, et 1000 fois plus brillante et plus solide que la cristallisation de 16 ans, où par le privilège de l'âme, tout était gaieté et bonheur. Cette conversation, Bologne, 9 mars 1820, qui contredit un point qui me semblait si clair, me fait penser de plus en plus qu'un homme ne peut presque rien dire de sensé sur ce qui se passe au fond du cœur d'une femme tendre. Quant à une coquette, c'est différent. Nous avons aussi des sens de la vanité. La dissemblance entre la naissance de l'amour chez les deux sexes doit provenir de la nature de l'espérance qui n'est pas la même. L'un attaque et l'autre défend. L'un demande et l'autre refuse. L'un est hardi, l'autre très timide. L'homme se dit « pourrais-je lui plaire ? Voudra-t-elle m'aimer ?» La femme « n'est-ce point par jeu qu'il me dit qu'il m'aime ? Est-ce un caractère solide ? Peut-il se répondre à soi-même de la durée de ses sentiments ? » C'est ainsi que beaucoup de femmes regardent et traitent comme un enfant un jeune homme de 23 ans. S'il a fait 6 campagnes, tout change pour lui, c'est un jeune héros. Chez l'homme, l'espoir dépend simplement des actions de ceux qu'il aime. Rien de plus aisé à interpréter. Chez les femmes, l'espérance doit être fondée sur des considérations morales très difficiles à bien apprécier. La plupart des hommes sollicitent une preuve d'amour qu'ils regardent comme dissipant tous les doutes. Les femmes ne sont pas assez heureuses pour pouvoir trouver une telle preuve. Et il y a ce malheur dans la vie que ce qui fait la sécurité et le bonheur de l'un des amants fait le danger et presque l'humiliation de l'autre. En amour, les hommes courent le hasard du tourment secret de l'âme. Les femmes s'exposent aux plaisanteries du public. Elles sont plus timides et d'ailleurs, l'opinion est beaucoup plus pour elles, car, soit considéré, il le faut. Elles n'ont pas un moyen sûr de subjuguer l'opinion en exposant un instant leur vie. Les femmes doivent donc être beaucoup plus méfiantes.
En vertu de leurs habitudes, tous les mouvements intellectuels qui forment les époques de la naissance de l'amour sont chez elles plus doux, plus timides, plus lents, moins décidés. Il y a donc plus de disposition à la constance. Elles doivent se désister moins facilement d'une cristallisation commencée. Une femme, en voyant son amant, réfléchit avec rapidité ou se livre au bonheur d'aimer. Bonheur dont elle est tirée désagréablement, s'il fait la moindre attaque, car il faut quitter tous les plaisirs pour courir aux armes. Le rôle de l'amant est plus simple. Il regarde les yeux de ceux qu'il aime. Un seul sourire peut le mettre au comble du bonheur et il cherche sans cesse à l'obtenir. Un homme est humilié de la longueur du siège. Elle fait au contraire la gloire d'une femme. Une femme est capable d'aimer et dans un an entier de ne dire que 10 ou 12 mots à l'homme qu'elle préfère. Elle tient note au fond de son cœur, au nombre de fois qu'elle l'a vu. Elle est allée 2 fois avec lui au spectacle. 2 autres fois, elle s'est trouvée à dîner avec lui. Il l'a salué 3 fois à la promenade. Un soir, à un petit jeu, il lui a baisé la main. On remarque que depuis, elle ne permet plus sous aucun prétexte, et même au risque de paraître singulière, qu'on lui baise la main. Dans un homme, on appellerait cette conduite de l'amour féminin, nous disait Léonore. Chapitre 9. Je fais tous les efforts possibles pour être sec. Je veux imposer silence à mon cœur, qui croit avoir beaucoup à dire. Je tremble toujours de n'avoir écrit qu'un soupir, quand je crois avoir noté une vérité. Chapitre 10. Pour preuve de la cristallisation, je me contenterai de rappeler l'anecdote suivante. Une jeune personne entend dire qu'Édouard, son parent qui va revenir de l'armée, est un jeune homme de la plus grande distinction. On lui assure qu'elle en est aimée sur sa réputation, mais il voudra probablement la voir avant de se déclarer et de la demander à ses parents. Elle aperçoit un jeune étranger à l'église. Elle l'entend appeler Édouard. Elle ne pense plus qu'à lui. Elle l'aime. 8 jours après, arrive le véritable Édouard. Ce n'est pas celui de l'église. Elle pâlit et sera pour toujours malheureuse si on la force à l'épouser. Voilà ce que les pauvres d'esprit appellent une des déraisons de l'amour. Un homme généreux comble une jeune fille malheureuse des bienfaits les plus délicats. On ne peut pas avoir plus de vertus, et l'amour allait naître. Mais il porte un chapeau mal retapé, et elle le voit monter à cheval, d'une manière gauche. La jeune fille s'avoue en soupirant qu'elle ne peut répondre aux empressements qui lui témoignent. Un homme fait la cour à la femme du monde la plus honnête. Elle apprend que ce monsieur a eu des malheurs physiques et ridicules. Il lui devient insupportable. Cependant, elle n'avait nul dessein de se jamais donner à lui, et ses malheurs secrets ne nuisent en rien à son esprit et à son amabilité. C'est tout simplement que la cristallisation est rendue impossible. Pour qu'un être humain puisse s'occuper avec délice à deviner un objet aimable, qu'il soit pris dans la forêt des Ardennes ou au bal de Coulon, il faut d'abord qu'il lui semble parfait, non pas sous tous les rapports possibles, mais sous tous les rapports qu'il voit actuellement. Il ne lui semblerait parfait à tous égards qu'après plusieurs jours de la seconde cristallisation. C'est tout simple. Il suffit alors d'avoir l'idée d'une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. On voit en quoi la beauté est nécessaire à la naissance de l'amour. Il faut que la laideur ne fasse pas obstacle. L'amant arrive bientôt à trouver belle sa maîtresse, telle qu'elle est, sans songer à la vraie beauté. Les traits qui forment la vraie beauté lui promettraient, s'il les voyait, et si j'ose m'exprimer ainsi, une quantité de bonheur que j'exprimerais par le nombre 1. Et les traits de sa maîtresse, tels qu'ils sont, lui promettent
1000 unités de bonheur. Avant la naissance de l'amour, la beauté est nécessaire comme enseigne. Elle prédispose à cette passion par les louanges qu'on entend donner à ce qu'on aimera. Une admiration très vive rend la plus petite espérance décisive. Dans l'amour-goût, et peut-être dans les premières 5 minutes de l'amour-passion, une femme, en prenant un amant, tient plus de compte de la manière dont les autres femmes voient cet homme que de la manière dont elle le voit elle-même. De là, les succès des princes et des officiers. Les jolies femmes de la cour du vieux Louis XIV étaient amoureuses de ce prince. Il faut bien se garder de présenter des facilités à l'espérance, avant d'être sûr qu'il y a de l'admiration. On ferait naître la fadeur qui rend à jamais l'amour impossible, ou du moins que l'on ne peut guérir que par la pique d'amour-propre. On ne sympathise pas avec le niais, ni avec le sourire à tout venant. De là, dans le monde, la nécessité d'un vernis de rouerie, c'est la noblesse des manières. On ne cueille pas même le rire sur une plante trop avilie. En amour, notre vanité dédaigne une victoire trop facile. Et dans tous les genres, l'homme n'est pas sujet à s'exagérer le prix de ce qu'on lui offre. Chapitre 11. Une fois la cristallisation commencée, l'on jouit avec délice de chaque nouvelle beauté que l'on découvre dans ce qu'on aime. Mais qu'est-ce que la beauté ? C'est une nouvelle aptitude à vous donner du plaisir. Les plaisirs de chaque individu sont différents et souvent opposés. Cela explique fort bien comment ce qui est beauté pour un individu est laideur pour un autre. Exemple concluant de Del Rosso et de Lizio, le 1er janvier 1820. Pour découvrir la nature de la beauté, il convient de rechercher quelle est la nature des plaisirs de chaque individu. Par exemple, il faut à Del Rosso une femme qui souffre quelques mouvements hasardés et qui, par ses sourires, autorise des choses fort gaies. Une femme qui, à chaque instant, tienne les plaisirs physiques devant son imagination et qui excite à la fois le genre d'amabilité de Del Rosso et lui permette de la déployer. Del Rosso entend par amour, apparemment, l'amour physique et Lizio l'amour-passion. Rien de plus évident qu'ils ne doivent pas être d'accord sur le mot beauté. La beauté que vous découvrez étant donc une nouvelle aptitude à vous donner du plaisir, et les plaisirs variant comme les individus, la cristallisation formée dans la tête de chaque homme doit porter la couleur des plaisirs de cet homme. La cristallisation de la maîtresse d'un homme, où sa beauté n'est autre chose que la collection de toutes les satisfactions, de tous les désirs qu'il a pu former successivement à son égard. Chapitre 12, suite de la cristallisation. Pourquoi jouit-on avec délice de chaque nouvelle beauté que l'on découvre dans ce qu'on aime ? C'est que chaque nouvelle beauté vous donne la satisfaction pleine et entière d'un désir. Vous la voulez tendre, elle est tendre. Ensuite, vous la voulez fière comme l'Émilie de Corneille. Et quoique ces qualités soient probablement incompatibles, elle paraît à l'instant avec une âme romaine. Voilà la raison morale pour laquelle l'amour est la plus forte des passions. Dans les autres, les désirs doivent s'accommoder aux froides réalités. Ici, ce sont les réalités qui s'empressent de se modeler sur les désirs. C'est donc celle des passions où les désirs violents ont les plus grandes jouissances. Il y a des conditions générales de bonheur qui étendent leur empire sur toutes les satisfactions des désirs particuliers. Premièrement, elle semble votre propriété, car c'est vous seul qui pouvez la rendre heureuse. Deuxièmement, elle est juge de votre mérite. Cette condition était fort importante dans les cours galantes et chevaleresques de François Ier et de Henri II, et à la cour élégante de Louis XV. Sous un gouvernement constitutionnel et raisonneur,
les femmes perdent toute cette branche d'influence. Troisièmement, pour les cœurs romanesques, plus elle aura l'âme sublime, plus seront célestes et dégagés de la fange de toutes les considérations vulgaires, les plaisirs que vous trouverez dans ses bras. La plupart des jeunes Français de 18 ans sont élèves de Jean-Jacques Rousseau. Cette condition de bonheur est importante pour eux. Au milieu d'opérations si décevantes pour le désir du bonheur, la tête se perd. Du moment qu'il aime, l'homme le plus sage ne voit plus aucun objet tel qu'il est. Il s'exagère en moins ses propres avantages et en plus les moindres faveurs de l'objet aimé. Les craintes et les espoirs prennent à l'instant quelque chose de romanesque. Il n'attribue plus rien au hasard, il perd le sentiment de la probabilité. Une chose imaginée est une chose existante pour l'effet sur son bonheur. Une marque effrayante que la tête se perd, c'est qu'en pensant à quelques petits faits difficiles à observer, vous le voyez blanc et vous l'interprétez en faveur de votre amour. Un instant après, vous vous apercevez qu'en effet, il était noir et vous le trouvez encore concluant en faveur de votre amour. C'est alors qu'une âme en proie aux incertitudes mortelles sent vivement le besoin d'un ami. Mais pour un amant, il n'est plus d'amis. On savait cela à la cour. Voilà la source du seul genre d'indiscrétion qu'une femme délicate puisse pardonner. Chapitre 13 du premier pas du grand monde des malheurs. Ce qu'il y a de plus étonnant dans la passion de l'amour, c'est le premier pas. C'est l'extravagance du changement qui s'opère dans la tête d'un homme. Le grand monde, avec ses fêtes brillantes, sert l'amour comme favorisant ce premier pas. Il commence par changer l'admiration simple, numéro 1, en admiration tendre, numéro 2. Quel plaisir de lui donner des baisers, etc. Une valse rapide dans un salon éclairé de 1000 bougies jette dans les jeunes cœurs une ivresse qui éclipse la timidité, augmente la conscience des forces et leur donne enfin l'audace d'aimer. Car voir un objet très aimable ne suffit pas, au contraire. L'extrême amabilité décourage les âmes tendres. Il faut le voir, sinon, vous aimant, du moins dépouillé de sa majesté. Rien n'est donc plus favorable à la naissance de l'amour que le mélange d'une solitude ennuyeuse et de quelques balles rares et longtemps désirées. C'est la conduite des bonnes mères de famille qui ont des filles. Le vrai grand monde tel qu'on le trouvait à la cour de France, et qui, je crois, n'existe plus depuis 1780, était peu favorable à l'amour, comme rendant presque impossible la solitude et le loisir. Indispensable pour le travail des cristallisations. La vie de la cour donne l'habitude de voir et d'exécuter un grand nombre de nuances, et la plus petite nuance peut être le commencement d'une admiration et d'une passion. Quand les malheurs propres de l'amour sont mêlés d'autres malheurs de vanité, si votre maîtresse offense votre juste fierté, vos sentiments d'honneur et de dignité personnelle, de malheurs de santé, d'argent, de persécutions politiques, etc. Ce n'est qu'en apparence que l'amour est augmenté par ces contretemps. Comme ils occupent à autre chose l'imagination, ils empêchent dans l'amour espérant les cristallisations, et dans l'amour heureux, la naissance des petits doutes. La douceur de l'amour et sa folie reviennent quand ces malheurs ont disparu. Remarquez que les malheurs favorisent la naissance de l'amour chez les caractères légers ou insensibles. Et qu'après sa naissance, si les malheurs sont antérieurs, ils favorisent l'amour en ce que l'imagination, rebutée des autres circonstances de la vie, qui ne fournissent que des images tristes, se jette tout entière à opérer la cristallisation.
Et nous lirons le chapitre 14 ensemble dès notre prochain rendez-vous sur VBN, puisque c'est déjà la fin de notre émission de lecture. Merci en tout cas d'avoir été en ma compagnie. Ça a été un plaisir de vous faire découvrir cet essai de Stendhal. Alors n'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN. Si vous avez un coup de cœur ou une idée de lecture, eh bien pourquoi pas vous nous l'écrivez sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Et quant à moi, je serai au théâtre dans une nouvelle comédie, Tir au pigeon, dès la fin du mois de novembre. Toutes les infos sont sur mon blog Something About Victoria. J'attends vos réactions. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à l'équipe technique de Voyage au bout de la nuit et à très bientôt sur notre chaîne.